Bienvenue dans l'angle alpha. Ah, la belle idée. La belle idée libérale. La belle idée libérale du philosophe qui dit ceci. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Par un de ces retournements dialectiques, dont seuls les grands projets d'instrumentalisation ont le secret, il a été déclaré conforme à l'essence même de la liberté que les uns étaient libres d'utiliser les autres et les autres libres de se laisser utiliser. De se laisser utiliser comme des moyens. Cette magnifique rencontre de deux libertés a pour nom salariat. Quand est-ce qu'on mange? Chut! Certains hommes, on les appelle des patrons, peuvent en amener beaucoup d'autres à entrer dans leurs désirs et à s'activer pour eux. Et tous ceux qui s'activent ainsi n'en sont pas malheureux. Certains engloutissent leur vie au travail et semblent y trouver leur compte. D'autres adhèrent carrément à la marche de leur entreprise et lui manifestent leur enthousiasme. Ah, ah, le joli spectacle des dominés heureux. La belle idée, la belle idée, la belle idée libérale, rendre les dominés contents, asservis peut-être, mais consentants, procurer aux salariés des affects joyeux dans le travail, par le travail. Voilà l'astuce et la plus sûre manière de mobiliser leurs forces au service d'un désir qui n'est pas d'abord le leur. Et voilà le triangle élémentaire où se tient le mystère du capitalisme. 1. Le désir d'un seul. 2. La puissance d'agir des autres. 3. Les affects produits par le rapport salarial. Spinoza nomme conatus l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. Le conatus est la force d'exister. Le conatus est l'énergie fondamentale qui habite les corps et les met en mouvement. Le conatus est un principe de mobilisation des corps. C'est l'énergie du désir qui jette le corps à la poursuite de son objet. Le conatus est en chacun de nous, en chaque projet que nous formons, en chacune de nos entreprises, en chaque entrepreneur. Quand un entrepreneur forme le projet d'une entreprise, c'est son conatus qui le meut. Mais lui a besoin, pour assouvir son désir, d'asservir d'autres conatus. D'autres conatis. Quoi? Un conatus des conatis. Il a besoin d'embarquer d'autres puissances d'agir, d'enrouler des énergies au service de son projet. C'est ici que naît le rapport salarial. J'ai bien envie de faire une chose. Quelque chose. Je sens qu'il est grand temps, il faut qu'enfin je l'ose, mais c'est grand et c'est fou. C'est beau, c'est grandiose. C'est beaucoup trop pour moi et tout cela suppose qu'on soit plusieurs. Qu'on soit nombreux. Qu'on soit à l'heure. Et laborieux. Mon conatus est beau, il est fort, il est libre, il est gonflé de sel et tendu comme un chibre. Sentez-vous tout cela, ce qu'avec vous je peux, pour peu que vous veuillez, tout comme moi je veux, qu'on soit plusieurs, qu'on soit nombreux, qu'on soit à l'heure et laborieux. Et voici comment le désir-maître enrôle à son service d'autres êtres. Et comment ce qu'on nomme patronat peut aussi bien s'appeler captura, puisqu'à son appel comme un seul homme vibrent tous ces conatus qui s'étaient crus libres. Il y a d'autres cas Plaît-il? de captura, il y a d'autres cas. Il n'y a pas que le patronat pour capturer les puissances d'agir et les enrôler au service de son projet. Le metteur en scène enrôle pareillement la puissance d'agir de ses acteurs pour son spectacle. Comme le chef de guerre pour sa conquête. Si jadis le croisé pour sa croisade. Le dirigeant d'ONG s'approprie le travail de ses activistes. Le mandarin universitaire, celui de ses assistants, ça n'a rien à voir avec le profit monétaire. Non, rien à voir, ce ne sont pas des patrons. Pas des entreprises capitalistes. Non. Alors
pas! Bien sûr. Donc, Oui, le patronat capitaliste n'est qu'une des formes possibles du capturat. alors... Alors... Quand est-ce qu'on mange? La capture! La capture des puissances d'agir suppose de faire se mouvoir les corps au service d'eux. La mobilisation est donc sa préoccupation essentielle. Car c'est finalement une affaire très étrange que des personnes acceptent ainsi de s'activer à la réalisation d'un désir qui n'est pas d'abord le leur. Chaque patronat a ses méthodes pour mobiliser efficacement ses enrôlés. La chorégraphe ou le chef de guerre n'ont pas les mêmes. Le patronat capitaliste a la sienne, bien connue. Sa méthode à lui, c'est l'argent. Il tire son pouvoir de l'organisation de la société, qui repose sur une division du travail assez approfondie pour rendre impossible l'autonomie matérielle. Nul ne peut survivre sans argent. Nul ou presque ne peut se passer d'en gagner. De là vient la puissance de l'enrôlement salarial. Pourquoi c'est lui qui a la valise? Il est venu avec. Et nous? Bah, t'as une valise, toi? Bah non. Eh ben voilà. T'as pas de valise. Lui, si. Mais c'est pas juste. Toi, avance. Un, deux, trois, salaire! Cédez vos expériences, vos qualités, vos références. 3988. Votre signe astrologique, votre profil graphologique. 120 436. Marié ou célibataire, où vivez-vous? Êtes-vous mère? Plutôt impair. 77. Vos âges et qualifications, à minima, vos prétentions. 1598. 17. Le rapport salarial n'est possible qu'en faisant de l'argent le point de passage obligé du désir de la reproduction matérielle. Cette médiation par l'argent, le capitalisme ne l'a pas inventée, bien sûr. Des siècles de division progressive du travail ont permis le développement de l'échange monétaire. Le capitalisme a hérité de cette structure, mais il n'a pu vraiment prendre son essor qu'en fermant les dernières possibilités d'autoproduction individuelle et en portant au plus haut degré l'hétéronomie matérielle, c'est-à-dire l'incapacité de pourvoir par soi-même aux besoins élémentaires de la vie. Sans argent, la survie est devenue impossible. L'employeur occupant dans la structure sociale du capitalisme la position de pourvoyeur d'argent, c'est lui qui détient la clé du désir premier, celle qui détermine tous les autres. Il est donc le maître et tient les agents et leurs désirs dans sa dépendance. Objection. Accordé. Pardon, hein, mais la dépendance est réciproque. Le capital et le travail sont mutuellement dépendants. Et l'employeur, lui aussi, poursuit un désir qu'il ne peut satisfaire sans la force de travail de ses employés. Ils sont remplaçables. Oui, mais pas remplacés si les conditions proposées ne conviennent à personne. Lequel des deux peut différer le plus longtemps possible l'obtention de son objet de désir détermine celui qui passera sous la domination de l'autre. Or, comme l'attestent la rareté et la précarité des rébellions salariales, c'est le capital qui a le temps d'attendre. La force de travail individuelle, elle doit se reproduire tous les jours. La fermeture de son accès à l'argent lui est rapidement fatale. Il y a donc bien dépendance asymétrique, c'est-à-dire domination. Ah, mais ils n'ont qu'à devenir patrons eux-mêmes. Le capitaliste, fournisseur d'argent du salarié, a lui aussi besoin de trouver son propre fournisseur, et même dans des proportions bien plus importantes.
Le fournisseur d'argent du capitaliste est le banquier, lequel ne fournit d'argent qu'à ceux qui en disposent déjà. On ne prête qu'aux riches. Pour tous ceux qui ne disposent pas préalablement d'un stock d'argent, qu'on appelle capital, la seule solution consiste donc dans l'enrôlement salarial. Le paysage de la domination est cependant beaucoup moins simple que jadis. Le face-à-face d'un patron propriétaire et d'une masse de prolétaires est une vieille lune complètement dépassée. Après la figure intermédiaire du contremaître, celle du cadre est venue compliquer encore le tableau des rapports de domination. Et nous avons désormais des structures d'entreprise de plus en plus feuilletées. La chaîne hiérarchique s'y déploie en d'innombrables niveaux intermédiaires qui diffractent le rapport de domination principal en une myriade de rapports de domination secondaire. À chaque niveau de la chaîne s'exerce une domination d'autant plus intense que le dominant local est lui-même dominé par sa propre dépendance. 3, 4. Dominus, dominé, domino, domini, domino, domino. Domination à tous les étages. Domino, dominis, Des colères, des refus, impossible. Pour chacun, contention et calcul. Rompre avec éclat serait le plus sûr moyen de perdre les biens convoités. Ah, c'est bien. C'est bien que poursuit ardemment, urgemment, viscéralement notre Conatus, votre Conatus. Vive le Conatus! Conatus, 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 Conatus. Pour le salarié, l'accès à l'argent est impérieux et l'abandon n'est pas une option. Sa poursuite génère de l'espoir. L'espoir de Et l'obtenir. de la crainte. La crainte d'en manquer. Plus les conditions d'obtention sont difficiles. Plus sa crainte est grande. Plus il déploiera d'énergie. Pour se débarrasser de sa crainte. Parce que c'est un affect triste. Plus grande est la tristesse, plus grande est la puissance d'agir par laquelle l'homme s'efforce de lutter contre la tristesse. Spinoza. Ajoutons que l'intensification des mouvements de puissance conative dans un contexte général de domination et d'instrumentalisation entraîne nécessairement un relèvement du niveau de violence. Quoi? C'est de plus en plus dur. Ah, ça. De quoi? La chute. Il y a donc un relèvement du niveau de violence, de la violence exercée sur les autres et de la violence exercée sur soi-même. C'est le choc actionnarial, l'exigence venue d'en haut de dégager le maximum de rentabilité des capitaux qui propage cette violence et vient mettre encore davantage sous tension toute la chaîne. Tout en haut se tient le désir directeur, le désir de rentabilité financière. L'actionnariat, en exigeant le relèvement brutal des objectifs, mobilise toute la chaîne dans le sens d'une augmentation de la difficulté, donc de la crainte, donc de la violence. Mais quand est-ce qu'on mange? Non, mais ça va pas. Non. Reprenons, nuançons. Les choses ne sont pas si simples. Le paysage passionnel du capitalisme est beaucoup plus complexe. Sinon, ça marcherait pas si bien. Les salariés ne se mobilisent pas seulement sous l'effet de la contrainte ou de la violence. S'ils y mettent toujours autant d'ardeur, c'est qu'ils y trouvent aussi des occasions de joie. Déjà, il y a la satisfaction du désir de base, l'accès à l'argent, qui permet sa reproduction matérielle. L'obtention du salaire est le moment joyeux du rapport salarial. Le salaire est cause de joie. Comme est cause de joie le fait d'avoir la vie sauve dans le rapport d'esclavage. Allons, les joies de la consommation, hein? Que faites-vous des joies de la consommation? De tous les facteurs de reconduction de la dépendance salariale, l'aliénation marchande est sans doute l'un des plus puissants. L'habileté suprême du capitalisme a consisté à susciter, par l'offre élargie de marchandises et la solvabilisation de la demande... La quoi? La solvabilité... le crédit, les offres de crédit. Le crédit à la consommation, le revolving, tout ça. On ne prête donc pas qu'aux riches, on prête aux pauvres aussi. Pour qu'ils consomment. L'habileté du capitalisme, donc, a consisté à susciter ce réagencement de désir par lequel désormais l'image de l'argent occupe entièrement l'esprit des gens. Tout est fait pour prendre les agents par les affects joyeux de la consommation. Ces affects joyeux servent de justification à toutes les transformations économiques contemporaines, de l'allongement de la durée du travail qui permet aux magasins d'ouvrir le dimanche, aux dérégulations concurrentielles qui font baisser les prix.
La construction européenne a porté cette stratégie à son plus haut point de perfection, en réalisant l'éviction quasi complète du droit social par le droit de la concurrence, affirmé comme le plus grand service susceptible d'être rendu aux individus, mais sous leur identité sociale de consommateur seulement. Et voici comment la figure du consommateur, émergée de celle du salarié, a fini par s'y substituer à peu près complètement. Et le plus miraculeux dans tout ça, c'est que personne ne fait le lien entre ce qu'il perçoit comme avantage en tant que consommateur et ce qu'il perd en tant que salarié. Pépé, on se reprend là. Allez, hop, 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 on se reprend. On reprend depuis le début. C'est parti, tac, tac, tac. Nous avons donc tous un conatus, une sorte de puissance motrice désirante. Cette puissance vise premièrement sa propre survie, car nous avons peur de mourir. Survivre suppose de se nourrir, se vêtir, se loger, ce qui nécessite de l'argent. L'argent s'obtient essentiellement sous la forme du salaire. Le salaire s'obtient auprès d'un employeur qui achète en quelque sorte l'usage de ce conatus au service de son propre projet. C'est-à-dire au service de son propre conatus. Cet enrôlement des conatus... Des conatis. Cet enrôlement s'obtient par les affects. Historiquement d'abord, les affects tristes. C'est la peur de mourir, de faim ou de froid. C'est le régime capitaliste théorisé par Marx. Puis vient le temps de la mobilisation par les affects joyeux. Joie de la consommation, plaisir de la mode, essor de la pub. C'est le régime de mobilisation par l'aliénation marchande, le régime fordien. Jusque-là, la mobilisation du travailleur se comprend assez bien. Pour éviter de mourir de faim ou pour se délecter des plaisirs de la consommation, c'est toujours pour lui-même que le salarié se mobilise. Il ne passe par l'entreprise que pour y trouver les moyens de sa jouissance et non sa jouissance elle-même, qui reste en dehors de l'entreprise. Et c'est là que tout bascule. Un nouveau régime de mobilisation, en effet, prit la place du modèle fordien. Dans ce nouveau régime, édifié par le management néolibéral, le désir du travailleur ne traverse plus l'entreprise pour viser des joies qui seraient en dehors d'elle. Dans ce nouveau régime, le désir du travailleur est censé se confondre avec le désir de l'entreprise elle-même. Son conatus est désormais conduit à épouser entièrement le conatus patronal. Et c'est là que s'ouvre la possibilité de l'angle alpha. Hé, les filles! Ouais, Un angle alpha. ouais. Non mais, c'est quand même un peu snob le côté mot latin. On pourrait dire, je sais pas moi, pulsion. Oh bah non, attends. La pulsion, c'est pas du tout pareil. La pulsion, c'est complètement subjectif, ça vient de l'intérieur. Alors que le conatus, comment te dire, c'est beaucoup plus global. C'est pris dans la structure du monde. Tout ce qui est vivant a un conatus. Par exemple, même les arbres, ils ont un conatus. Sans déconner. Ouais. On peut donner de ce rapport des conatus, Des conatis. l'un par rapport à l'autre, une représentation trigonométrique. Ouais, sous la forme de vecteurs. Un vecteur représentant le désir maître, ou conatus patronal, et un autre vecteur représentant le désir individuel, le conatus propre à chaque travailleur. On appellera D majuscule le désir maître. Désir patronal. Et D minuscule le désir de chacun. On peut considérer que le management néolibéral consiste à tenter d'aligner le désir de chaque travailleur sur le désir patronal ou désir maître, de sorte qu'il ne désire rien d'autre que ce que désire l'entreprise, c'est-à-dire le profit. On a alors collinéarité. Tandis qu'on appellera angle alpha l'écart qui s'ouvre entre l'un et l'autre vecteur si le désir individuel résiste à cette tentative d'alignement. On peut dire par conséquent qu'un conatus se laisse enrôler à proportion de son degré de collinéarité. Si l'angle alpha est nul, le cosinus est égal à 1, la collinéarité est parfaite. Et cet alignement intégral donne au produit résultant sa valeur maximale. Le désir enrôlé vit entièrement pour le désir maître. Merci. Tandis que lorsque les deux efforts sont orthogonaux, l'angle alpha est droit, son cosinus est nul, et la déperdition d'intensité totale. Le conatus échappe ainsi complètement au désir maître. Dans l'espace multidimensionnel des objets de désir, les vecteurs conatus fixent spontanément leurs coordonnées et les multiples directions dans lesquelles ils s'efforcent, selon différentes intensités.
réduire la dérive, parfaire l'alignement. Voilà le projet patronal. Il s'agit de faire des puissances enrôlées le fidèle prolongement de sa puissance propre. Dans certaines entreprises, le patron est au contact quotidien de son employé et le surveille et trouve qu'il n'en fait pas assez. Pas assez bien, pas assez vite. C'est parce qu'il se voit en son employé et ne comprend pas que son désir soit si mal servi par son alter ego. Ça ne suffisait donc pas de tenir les employés par la peur de mourir de faim ou par le désir de consommer? Pourquoi vouloir en plus qu'ils soient complètement colonisés par le désir maître? C'est le projet Zéro Alpha. Mais pourquoi? Mobilisation totale. C'est du totalitarisme. C'est du néolibéralisme. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les temps ont changé, figurez-vous. Le pouvoir des actionnaires est désormais sans limite. La concurrence internationale totalement dérégulée. Et alors? Alors le rapport de force capital-travail a complètement basculé. La force est désormais entièrement du côté du capital, autorisé par la même à tout demander. Tout? Tout. Par exemple, 15% minimum de rentabilité financière pour les actionnaires, quelle que soit la conjoncture. Et puis le travail a changé aussi. Les tâches sont plus créatives, leurs contours moins déterminés. Elles exigent des travailleurs une vocation totale. Allons, ce n'est pas ce que vous vouliez? Un travail intéressant où vous puissiez vous impliquer à fond? Eh bien voilà. Le capitalisme néolibéral a basculé dans le délire de l'illimité. De toute façon, l'illimité est le principe du capitalisme. C'est même son conatus, comme vous dites. D'où l'importance des régulations. Quelle régulation? La puissance économique veut sa propre augmentation sans fin. On ferme. Qu'est-ce que c'est? Un reclassement. Quoi? C'est quoi? Le job, Où ça? Roumanie, Combien? 300 € par mois. Allez. Le licenciement massif, qu'on appelle ajustement d'effectifs ou encore plan social, est aujourd'hui une pratique de gestion courante. Il résulte des contraintes subies par les entreprises dans les structures du capitalisme déréglementé. Mais il est aussi lié au nouveau modèle de capital financier qui tend de toutes ses forces vers le maximum de liquidité. On appelle liquidité aussi bien les participations prises sous forme d'actifs dans les entreprises que leur équivalent en cash lorsqu'elles sont vendues. Actions et argent disponible sont si facilement convertibles l'un dans l'autre qu'ils sont désormais de même nature. Liquide. Leur vente est si parfaitement immédiate qu'investir ne signifie pas s'investir. Aucun engagement n'est pris dans la durée. Le capital financier est comme de l'eau dans le sens de la pente. Il circule à toute allure à travers le monde dans le sens du meilleur profit à court terme. Aucun obstacle ne saurait s'opposer à ce désir de liquidité permanente. Et s'il faut au passage liquider des emplois et des entreprises, le capital est, on peut le dire, dans son élément liquide. Aussi, le projet du désir maître capitaliste à l'époque néolibérale tend vers ce qu'on peut appeler la liquéfaction de la force de travail, afin de rendre l'emploi aussi fluide, réversible et ajustable que des actifs financiers.
Si le capitalisme a modifié sa stratégie de mobilisation passionnelle, c'est parce que les configurations précédentes avaient un défaut. Un défaut majeur. Qu'on soit dans le premier âge du capitalisme, et celui des passions tristes, où le travailleur est mobilisé par sa peur de mourir de faim ou de froid, ou dans le deuxième âge, celui des passions joyeuses, où le travailleur est mobilisé par son désir consumériste, il restait toujours cette idée que la vraie vie est ailleurs. Ah, la vraie vie est ailleurs. Mais si la vraie vie est ailleurs, alors le travailleur n'est pas complètement mobilisé, pas complètement productif. Une part de son conatus échappe au projet de l'entreprise. Pas bon ça. Non, c'est pas efficace, pas rentable, pas profitable. Fallait que l'entreprise produise des passions joyeuses intrinsèques. C'est l'activité elle-même qui devait être perçue comme source de joie immédiate. Alors, le management néolibéral s'est donc lancé dans une grande opération de fabrique de nouveaux désirs. Le désir de s'épanouir dans le travail, de se réaliser par le travail. Ainsi pouvait-il espérer réduire les alphas résiduels qui faisaient encore obstacle à son projet d'enrôlement total des Conatus. Des Conatis! J'adore ce que je fais. Moi, c'est bien simple. S'il fallait que j'arrête... C'est pas pour l'argent! J'aime ma boîte. C'est cool, tous les emplois cool aussi. Et puis, ce que je fais a du sens. Moi, j'aime me sentir utile. Ça me relie aux autres. Ça donne du sens. J'aime mon métier. Au fond, oui, comment dire, je crois. Je me réalise. Je fais des trucs bien. C'est pas seulement pour le fric, hein. C'est pour faire quelque chose. Quelque chose de bien. Quelque chose, quoi. Et puis sinon... Sinon, on ferait quoi? Voilà. Oups! Sans vouloir trop jouer sur les mots, on peut dire que désormais les salariés sont conçus comme des automobiles. Il y a des automobiles. Et si automobile est le caractère de ce qui se meut de soi-même, c'est bien ça. Les salariés s'activent d'eux-mêmes au service de l'organisation capitaliste. Hors contrainte, sans qu'on les force, de leur propre mouvement. Ils sont consentants, sont même contents. Et hop! Consentant. Vraiment. Sont motivés, très motivés. Automobile. Par quoi? Par quoi? Motivé. Par quoi? De même, automobile. En un sens, oui, nous sommes automobiles. Nous agissons de nous-mêmes. Mais dire de nous-mêmes, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous dites? Dire de nous-mêmes, ça ne dit rien de ce qui nous détermine à agir comme ça. La Spinoza dit ça, qu'aucune chose ne peut exister et agir sans avoir été déterminée à exister et à agir par une autre chose. Elle-même déterminée par une autre chose, et ainsi de suite. Ça fait une chaîne infinie de détermination, et on est tous enchaînés là-dedans. Je vois pas très bien ce que ça change. Ah bah ça change que le mot consentement n'a aucun sens. Dans cette grande chaîne, on ne consent pas. On est déterminé à consentir par une cause extérieure à nous-mêmes. Et c'est pareil avec tout ce qu'on croit vouloir. Tout ce qu'on désire, tout ce qu'on aime. Ça, on choisit pas ce qu'on aime. C'est comme un grand champ de force. On est affecté par un truc, ça produit un affect en nous qui nous pousse à l'action, et puis notre action affecte un truc qui est affecté, qui agit à son tour, et hop. Et hop. Affection, affect, action. Et donc, dans votre grande chaîne, là, on n'a aucun désir propre. On ne choisit personnellement jamais rien. Rien.
On subit des forces qui nous poussent dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Voilà, bah, donc la liberté, ça n'existe pas. Non. La liberté, le libre arbitre, au fond, ça n'existe pas. Mais alors de quoi vous plaignez-vous? Enfin, le patronat capitaliste n'est pour rien dans l'aliénation des hommes. Et vous, vous êtes là, à jouer les captifs, à faire passer les patrons pour des esclavagistes, mais vous le dites vous-même, il n'y a pas de libre arbitre, pas de liberté. De toute façon, l'homme est enchaîné à ses passions. Et si ce n'était pas le travail, ce serait autre chose. Voilà. Alors, vous devez arrêter de nous faire suer avec vos jérémiades anticapitalistes. Arrêtez de se faire suer, ouais. Voilà. Parce que, ok, tous nos désirs sont égaux. Ok, ils sont déterminés par des causes extérieures qui nous jettent dans la servitude passionnelle. Mais il y a quand même des désirs qui nous font moins suer que d'autres. Hein. Enfin, qui nous font suer, mais avec plus de plaisir. Il y en a même pour lesquels nous suons avec une infinie délectation. Si vous voyez ce que je veux dire. Tous les pouvoirs fonctionnent à la crainte ou à l'amour. Le pouvoir patronal n'est pas différent. Il a simplement compris dans son expression néolibérale qu'il était beaucoup plus efficace de régner à l'amour. Aussi lui faut-il réjouir le travailleur, lui faire aimer le travail. Ainsi obtient-il beaucoup plus de lui puisqu'il obtient son consentement. Consentement qui n'est pas le contraire de la contrainte, mais la forme joyeuse de l'obéissance à la contrainte. Être consentant, c'est obéir avec joie. Et l'obéissance heureuse, c'est la capture la plus complète du conatus. Qui ne demande pas mieux. Le conatus cherche sa joie, car la joie augmente sa puissance d'agir. Le patronat capitalise sur cette propension des travailleurs à chercher la joie, l'obéissance heureuse. Plus ou moins confusément, il mise sur la capacité de ses employés à trouver de l'intérêt dans des tâches qui pourraient sembler en être totalement dépourvues. Et la plupart du temps, ils en trouvent, hein. Par mille transfigurations, le goût du travail bien fait, de ce travail-là plutôt qu'un autre. Ils tiennent à distance l'atroce idée que la vraie vie est ailleurs, qu'ils perdent leur vie à la gagner et que leur puissance d'agir se déploie là en pure perte. Et puis, il y a l'amour du maître. Hein? L'amour du maître. Oui. Le goût du gourou. L'amour du parent, du prof, du chef. L'amour de la personne aimée. L'amour de l'opinion publique comme réunion de tous les hommes. Je fais ce qui me permet de réjouir le maître, donc d'être identifié par lui comme cause de sa joie. Pour qu'il m'aime. Pour qu'il m'aime. Et pour me réjouir de l'avoir réjoui. Je vois pas du tout le rapport avec le capitalisme, là. Ah bah si, attends. Si. Vous parlez d'amour, là, maintenant. L'amour n'est rien d'autre qu'une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Non mais tu vois, c'est quand même toujours un peu snob, hein, ces manières de dire. C'est pas des manières de dire, c'est des manières de penser, c'est des concepts. Mais écoutez-le! Bon, l'amour. T'aimes ton chien, par exemple. Quand tu dis que t'aimes ton chien, tu veux dire que tu considères qu'il est cause de la joie qu'il t'inspire. L'amour, c'est ça, une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Ouais. Et le rapport avec le capitalisme, donc Bah, c'est le conatus. Moi j'aime pas trop les chiens. Non, mais tu prends ton copain, c'est pareil. Bah, non. Vas-y, explique. Le conatus, comme puissance, est effort vers davantage de puissance, recherche des affects de joie. Oui, ça on a compris, je crois. Eh ben l'amour c'est pareil, c'est pris dans le conatus, tu cherches ta joie, sauf que ta joie passe par l'autre. Par la joie de l'autre, t'es heureux de le rendre heureux. Voilà, ça commence avec les parents. Tout le monde, tu veux leur faire plaisir, tu t'actives pour ça. Et puis ça continue avec les profs, les copains, les gens à qui tu veux plaire. Tu t'actives. Et avec le patron, pareil, tu t'actives et sa satisfaction te procure de la satisfaction. C'est pas simplement pour le fric. Non! C'est pour l'amour du maître. Non.
Mais arrêtez, là, l'amour du maître, c'est pour les faillots, les tarés. C'est des gens complètement aliénés. Aliéné? Non. Bah si. Bah non. Aliéné vient de alien, alius. Ça dit la présence d'autre chose que soi en soi. Oui, justement. Mais non! Ces désirs ne sont pas plus étrangers que n'importe quel désir qui nous anime. Tous nos désirs nous viennent d'une cause extérieure. Affection, affect, action. Le désir du subordonné de rejoindre le désir du supérieur pour le réjouir ou s'en faire aimer. Et sans désir, sans la moindre contestation possible. Et il n'y a aucune étrangeté là-dedans. Que ce ne soit pas originellement son désir n'a aucune importance. Il n'y a pas de désir originel. La seule aliénation est celle de la servitude passionnelle. Elle est universelle et ne fait aucune différence entre les hommes. Merci, maître. Moi, ce que j'aime, c'est la vente. C'est pour le contact avec les clients. Bon, mon truc, c'est l'analyse financière. J'ai de la rigueur. J'aime la rigueur. Tac, tac, tac. Les chiffres, c'est mon truc. J'ai toujours été bon. J'ai la bosse des maths. L'aéronautique. Oh, j'ai toujours été fan. Ah, c'est fascinant, la haute technologie, et puis la performance, le côté... Les services, c'est bien, il y a le côté relationnel. J'ai un bon feeling depuis toute petite, le feeling, c'est un truc qui passe. Mais j'aime pas trop les chiens, par contre. Prospection pétrolière, j'ai toujours eu un côté baroudeur, les voyages, l'aventure... Alors des fois, le truc passe pas trop. Les clients qui ont un chien... Tata, quoi, le pays de l'or noir. Les équations, les algorithmes, c'était comme un poème pour moi. Ou kiné, par exemple, pour les massages. Là, c'est sûr que je cherche moins le contact. Mais sinon... Waouh. Tac, tac, tac. Tip-top. Tac, tac, tac. Tip-top. L'individu se considère bien sûr toujours comme la source de son propre désir. Il sent des inclinations qu'il perçoit comme siennes et il éprouve de la joie lorsque son métier lui permet d'épouser pleinement ces inclinations. C'est là qu'il dit qu'il se réalise, puisqu'il réalise ce désir qu'il éprouve comme sien, qu'il appelle sa vocation. Tip-top. Ce désir, comme tous les désirs, lui est venu de déterminations extérieures, et notamment du système d'éducation, de formation et d'orientation qui a conformé son conatus en lui proposant des objets à désirer. Non seulement l'école, mais la société tout entière fabrique des images vocationnelles. C'est un immense travail de production imaginaire qui oriente le conatus et qui précolinéarise les individus. Qu'il est quoi? Quoi? Qui les précolinéarise, qui les prépare à désirer leur propre enrôlement. Ou pas. Ou pas, c'est vrai. Cette production imaginaire immense n'est pas gouvernable. C'est un océan d'images vocationnelles dont certaines échappent complètement au projet du capitalisme, à sa division du travail, à son productivisme. Dans ce flot d'images, il y a aussi, c'est vrai, celle du poète, Du voyageur. Du paysan hors système. De l'artiste irrécupérable. C'est dire que la précolinéarisation est loin d'être parfaite et qu'il reste du travail pour réduire la dérive alpha. Réduire la dérive. Parfaire l'alignement. De l'illimité. Parfaire l'alignement. Parfaire l'alignement. Ouais. Bah oui. En tant qu'il vise une subordination totale des individus, on peut dire que le néolibéralisme est un totalitarisme. Car il demande des travailleurs qu'ils s'investissent, bien sûr, totalement, mais qu'ils soient également totalement investis par l'entreprise, c'est-à-dire envahis, colonisés par elle, possédés. Au fond, le projet néolibéral est un projet de possession des âmes,
Super, super, bonjour. Céline Martin à votre écoute. Comment puis-je vous être Super, utile? bonjour. Cédric Martin, votre Avez-vous écoute. pensé à payer votre facture d'électricité? Oui, très bien. Veuillez allumer votre écouteur. Dans la procédure, Avez-vous pensé à appuyer simultanément? Chronométrage des interventions. Très bien. Contrôle qualitatif des intonations vocales. Est-il toujours noir? Rythme comportemental. Très bien. Séminaire de motivation. Identité d'emprunt. Rééducation émotionnelle. Plus sincère le sourire. Dans la voix. Dans la voix. Il faut pas faire semblant. Hein. On veut pas des machines, on veut des personnes. Des personnes tout entières. Mais impliquez-vous, putain! Avec le sourire dans la voix, dans la tête, dans le cœur, bordel! La fabrique des désirs par l'entreprise néolibérale se heurte à l'idée que chacun se fait de sa propre liberté. Nul n'aime se soumettre à des commandements qu'il perçoit comme extérieurs. Aussi, faut-il convaincre le salarié que c'est de l'intérieur, et pour sa propre jouissance, que lui vient le désir de réaliser l'objectif de l'entreprise. La pratique qu'on appelle coaching a pour objectif de lui faire intérioriser les contraintes extérieures. Le coaching permet de transformer une pression exogène en une motivation endogène et œuvre ainsi à la normalisation des affects des travailleurs. Son principe est de conformer ses dispositions passionnelles et comportementales aux exigences de rentabilité et de productivité de l'entreprise, en présentant cette adaptation comme un épanouissement pour le travailleur lui-même. Ces objectifs revendiqués seront donc le développement personnel, le travail sur soi, la maîtrise de l'autonomie, la réalisation de soi, etc. À terme, cette dynamique d'intériorisation de la contrainte tend à annuler toute critique des structures extérieures. Si le travailleur échoue, il ne s'en prend qu'à lui-même. Je vois pas trop d'issue là. Bah, c'est normal, il fait tout noir. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Bah non, puisqu'il fait tout noir. C'est pas drôle. Non, pas trop. Moi, pardon, mais je vois pas trop où est le mal. Bah, là! Le mal. Alors, super drôle. Non, mais sans rire, quoi, où est le mal? Je veux dire, servitude universelle, affect joyeux, tout ça. Bon, le travail est une aliénation comme une autre, qui peut rendre heureux, et à laquelle on consent ni plus ni moins qu'aux autres, quoi. Où est le mal? Le mal est dans la fixation. La fixation. La fixation. Chez l'être humain, le conatus peut tout. Il peut plein de choses et c'est dans cette diversité qu'il se réalise. Or, le désir maître interdit cette diversité. Le régime passionnel produit par les entreprises cherche à fixer le désir des enrôlés. À fixer leur désir sur un petit nombre d'objets à l'exclusion des autres. Et le formatage de leurs affects vise à les conduire à trouver ça bon. Or, il est plein de choses auxquelles le salarié pourrait être intéressé. Plein de choses. Plein de choses qui lui permettraient d'échapper à l'assignation fixée par la division du travail. Alors il pourrait accéder à d'autres emplois de sa puissance d'agir. Il pourrait questionner la division du travail. Au lieu de la subir, il pourrait interroger la répartition des tâches, leur organisation, leur rémunération. Il pourrait même questionner la stratégie d'ensemble de l'entreprise, ses décisions politiques fondamentales.
sa façon d'accommoder les contraintes extérieures et de répartir les efforts qui en résultent. Le domaine de ces occasions de joie en serait considérablement élargi. Au lieu de quoi? Le régime actuel fixe le désir des enrôlés dans un domaine restreint de jouissance. Jouissance, certes, mais minuscule et entièrement délimitée par le système, selon les règles de sa sauvegarde à lui, le système, et non celle de son épanouissement à elle, la jouissance. Et c'est le propre de la domination de river ainsi les dominés à des objets de désir mineurs. Ouais, enfin mineur, ça va, hein, quand même. Oh, il est susceptible. Bah non, parce que je fais en les enlève, tu vois, forcément je le prends pour moi, quoi. Bien sûr, ces objets de désir ne sont pas censés leur apparaître comme mineurs. On conditionne au contraire les salariés à les trouver très suffisants. C'est toujours le même processus de formatage passionnel qui façonne les enrôlés de manière à produire en eux un imaginaire double. D'abord, l'imaginaire du comblement, qui leur fait voir les petites joies assignées à leur place comme très grandes. Ensuite, l'imaginaire de l'impuissance, qui leur fait considérer que les très grandes joies sont absolument hors de leur portée. Le comblement, ça n'existe pas. Dans l'absolu, non. Bah si, dans l'absolu, si, hein, ça existe, hein, mais ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire qu'on est comblé. Si tu veux dire qu'on est comblé, tu dis pas ça, tu dis satisfaction. Bah, c'est-à-dire que... Non mais laisse tomber. Comment ça laisse tomber? Enfin, je veux dire, continue, tiens pas compte. Bon, je continue. Pardon. La division... C'est pas un micro, tu sais. La division du travail produit ainsi une division du désir et dans la foulée une division de la joie. Car les salariés qui voient leur puissance d'agir exploitée par le désir maître sont dépossédés de l'œuvre qu'ils ont contribué à produire. Le patron s'en attribue seul le bénéfice symbolique et c'est lui seul qui recueille les grandes joies liées à sa reconnaissance. La dépossession opérée par le patronat relève donc d'une capture de reconnaissance par monopolisation individuelle de ce qui était fondamentalement collectif. Ouais, bah pareil pour le mandarin universitaire qui signe tout seul le bouquin qui tiendrait pas debout sans la doc et les stats fournis par tous ses assistants. Pareil, oui. Ouais. Et pareil pour le réalisateur de cinéma qui se la joue auteur du film alors qu'il est pas foutu de fabriquer une seule des images que son chef-op lui a concoctées. Pareil, Ah, oui. les artistes, c'est beau ça, les artistes, dépossession d'œuvres. Monopolisation de la reconnaissance, pareil, pire même. L'artiste, on peut le signaler au passage, l'artiste est devenu un modèle applicable aux salariés d'élite. L'artiste incarne le travailleur idéal en ceci que son activité coïncide entièrement avec son désir propre et que sa puissance d'agir est ainsi portée à son maximum. C'est le modèle vers lequel tendent les entreprises les plus innovantes, qui l'appliquent à certains postes très privilégiés. Là, elles mettent en place un environnement le plus favorable possible à la créativité. Très grande autonomie, très faible directivité. Ce sont des espèces de niches de liberté, quasiment obscènes par rapport au droit commun salarial. Pas seulement obscène, révélatrice aussi. Dans ces conditions d'exception, il y a comme un hommage que le vice rend à la vertu. C'est-à-dire? Bah oui, l'entreprise reconnaît implicitement la supériorité productive du travail non contraint. Voilà. Elle n'est pas loin de se nier elle-même comme structure hiérarchique. Si le capital en vient à reconnaître que la plus grande autonomie coïncide avec la plus haute productivité, il va finir par déboucher tout seul sur la libre association de travailleurs. Liberté créative, liberté collaborative. Le communisme enfin réalisé. Ne nous emballons pas. La figure de l'artiste n'est incarnée dans l'entreprise que dans de très rares niches hyper localisées. La majorité du salariat ne voit pas le début de cette autonomie. À peu près partout, c'est hétéronomie, subordination et possession des âmes. Non mais stop, là, suffit. Marre. Bah attends, t'énerve pas. Possession des âmes, capture du conatus, servitude totale. Je sature là. Je me casse. Attends, reste. Pars pas. T'es dans le noir en plus. Y a aucune issue dans votre truc. Tu veux pas arrêter avec ta lumière là? Attends, on peut adoucir. Attends, il doit rester des trucs là-dedans. Pas moyen de faire un truc ensemble. On pourrait très bien imaginer des entreprises avec des bons rapports, sans l'asservissement, sans la hiérarchie. Bon, je peux sortir là. Oui, oui, bien sûr. Tiens, c'est mieux comme ça. Ce serait une association de travailleurs, mais vraiment comme rassemblement de puissance d'agir. Un rassemblement à égalité, pas de domination. Ouais, enfin, en même temps, tu peux pas empêcher qu'il y ait de la différence, hein. On n'est pas tous égaux devant la puissance d'agir. Par exemple, il y aura toujours suprématie du concepteur sur l'exécutant. Celui qui lance l'idée, qui porte le projet, il est le premier dans le bidule, il reste le premier dans la hiérarchie. Ouais, enfin, il est le premier dans le temps. Mais après, rien n'empêche d'imaginer que chacun s'empare du projet, à égalité. Enfin, égalité non, hein, chacun sa spécialité, sa contribution, mais égalité dans la reconnaissance.
Tu veux pas arrêter, là? Mais attends, je suis hyper carafe, moi. Ça fait 5 minutes que j'ai rien à jouer, là. Mais on discute, là. On essaie de faire un truc ensemble. Le problème, c'est qu'avec la division du travail et la division du désir, c'est toujours un peu les mêmes qui conçoivent et les mêmes qui exécutent. Eh ben, il faudrait vraiment casser ça, tu vois. Et que le but, ce soit d'être le plus nombreux possible à penser le plus possible. C'est du Spinoza, ça? Mais on s'en fout. Être le plus nombreux possible à penser le plus possible. C'est bien, hein? Et dans l'entreprise, ça donnerait quoi? Démocratie d'entreprise. Chacun participe à la décision qui concerne l'ensemble. Ce qui affecte tous doit être l'objet de tous, débattu égalitairement par tous. Et on appellerait ça l'arrêt commune. Comme la République! Mais en vrai, avec de la vraie démocratie dedans. Et en plus petit. L'arrêt commune. La chose commune. C'est sympa l'arrêt commune, mais ça nous libère pas du travail. Je veux dire, du travail comme accès obligatoire au salaire. Non, mais c'est une étape. C'est un changement qui rend la suite possible. Ça ouvre vers l'émancipation du travail. Je vois pas comment vous pouvez espérer qu'un truc pareil arrive. Je veux dire, que ça arrive à grande échelle, vu qu'on est complètement aliéné, asservi. Ça fait quand même 3/4 d'heure qu'on nage dans la détermination intégrale façon Spinoza. Hein. Attends, la détermination, ça n'empêche pas le changement. C'est ça. Ben oui. Des étoiles meurent qui étaient actives. La terre, qui était calme, un jour vient à s'ouvrir. Des collines, jusqu'ici dans le paysage, s'effondrent dans un glissement de terrain et n'y sont plus. Pas un gramme de liberté là-dedans. Alors, De la détermination partout, tout le temps. Et du changement quand même. Pas besoin de la fiction de la liberté individuelle pour que du changement survienne. C'est bien joli tout ça, mais on n'est pas des étoiles. encore que... Non mais chez les humains c'est pareil, hein. De la liberté nulle part, de la détermination partout. On est déterminé par nos passions tout le temps, mais... Mais les passions de l'obéissance joyeuse peuvent se retourner en passions de colère séditieuse. Par quel miracle? Pas de miracle. Juste ce geste de trop que le pouvoir n'a pas su retenir. Presque rien. Une offense. Mais la goutte d'eau. Qui fait déborder le vase. C'est un trop plein de colère et hop, on change de dynamique passionnelle. Tout à coup, c'est presque automatique, il y a trop d'affectrices. Alors un mécanisme réactionnel se déclenche. Puissant! Puissant, parce que plus grande est la tristesse, plus grande est la puissance d'agir par laquelle l'homme s'efforce de lutter contre la tristesse. Ah, ça, c'est du Spinoza. Ouais. Je l'ai déjà cité tout à l'heure. On tourne en rond. Non, on insiste. Ça fait une spirale. À force, on avance. Tu veux un peu d'eau, Pour faire déborder le vase? par exemple? J'ai mieux. Plutôt que de rêver le trop-plein de colère et d'attendre la dynamique des passions tristes, prenez le truc par l'autre bout. Par la joie. Mais quelle joie! L'angle alpha. Tu mets ton alpha perpendiculaire. 90 degrés, tac. Tu n'offres plus rien à la capture. Attends, mieux encore. Tu le mets à 180 degrés. Tac, le même axe, mais en sens inverse. Non seulement tu n'offres plus rien à la capture, mais en plus, tu détruis le captateur. Tu crois? Bah, tu l'affaiblis en tout cas. Non? Ah ben, lorsqu'alpha égale 180 degrés, cosinus alpha égale -1. On a donc opposition, oui, opposition du produit résultant. Voilà. Tu vois? Ouais, non, mais concrètement, là... Eh ben au moins tu deviens perpendiculaire. Enfin, orthogonal quoi. Ouais, non, mais tu fais quoi exactement? Tu inventes de nouveaux objets de désir. Tu les inventes, tu les affirmes, tu les déploies, tu les multiplies. Mais quel désir? N'importe quel désir. Du moment que ce ne sont pas des désirs dictés par le désir-maître. Et tu t'y donnes à fond. La passion à mort quoi. Bon, à mort, oui. Bon, il n'y aura pas plus de liberté dans ces passions-là. Attends, oh! Si c'est pas de la liberté, qu'est-ce qu'on y gagne? On gagne des joies. Beaucoup de joies et des joies plus grandes. Parce qu'on sera plus fixés comme des papillons avec une seule aiguille là au cœur du thorax. On sera défixé. On pourra faire plein de trucs au lieu de toujours le même. On déploiera nos puissances dans tous les sens qu'on veut. C'est pareil, on veut ce qu'on peut, on peut ce qu'on veut. Quoi? On élargira notre ouverture. On deviendra hypersensible. C'est un peu obscène, non? Non, non, c'est Spinoza. Ah.
C'est lui qui définit la puissance d'agir comme le pouvoir d'affecter et d'être affecté. Voilà. L'augmentation de la puissance d'agir, c'est donc aussi l'augmentation des affections possibles. Ouais, c'est chaud. Tout est démultiplié. Les objets de désir, les occasions de joie, les manières de se réjouir, de jouir. C'est un peu libertin, hein? En tout cas, c'est le contraire de l'aliénation, parce que l'aliénation, c'est la fixation, la fermeture, le rétrécissement. Le rétrécissement Des désirs, des joies, des effectuations de puissance. Des effectuations, bien sûr. De la puissance d'agir. Bien sûr. Et vous croyez vraiment que ça peut changer quelque chose à l'ordre du monde capitaliste? Comme ça, non. Il faudrait un alpha perpendiculaire collectif, un devenir orthogonal massif. Il faut du mécontentement, beaucoup de mécontentement. C'est ça l'agent historique majeur. La lutte n'est pas content contre les contents. C'est la lutte des classes affectives. Ils ont l'air très contents, là, quand même, hein? Ils sont dans leur alpha. Ça leur rend le monde aligné insupportable. Plus tu cultives ton alpha, moins tu supportes la collinéarisation. Ah bah oui, par le fait. Et comme en plus ça rend hyper sensible. Ça fait monter les dispositions au mécontentement. L'affect commun par lequel une multitude pourrait venir à s'assembler. Ah, tu connais Spinoza aussi? Oh, pas directement, non. Tu danses? Cette classe des mécontents existe. Elle est nombreuse. Elle peut fort bien augmenter encore. Elle peut s'élargir de l'influence des cultivateurs d'angle alpha. Parvenue à un niveau critique, elle pourrait fort bien se retourner contre le capitalisme, le renverser et remettre l'histoire en marche. Mais le ferait-elle? Bousculerait-elle l'ordre capitaliste qu'on n'en aurait sans doute pas fini avec le désir maître? Il y aura toujours des collectivités de puissance organisées autour du désir d'un seul. Il n'y a pas de collectif qui ne soit traversé par des inégalités de vouloir et des inégalités de pouvoir. Même sans la logique de profit capitaliste, même sans l'économie monétaire, restera la capture. Capture de la puissance, capture de la reconnaissance que nos passions rivales continueront de nous faire rechercher. Car on n'en aura pas fini avec la servitude passionnelle. On n'en aura pas fini avec la violence du désir. Mais servitude pour servitude, il y aura toujours une différence entre les passions tristes qui réduisent et fixent la puissance de la multitude et les passions joyeuses qui l'augmentent et la déploient. Si l'idée de progrès a un sens, il ne peut être que l'enrichissement de la vie en affect joyeux. Et parmi eux, en ceux qui élargissent le champ de nos possibilités vers le vrai bien. J'entends par là une vie humaine.